Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. C'est le 53e numéro aujourd'hui et je suis encore une fois bien entouré avec monsieur Lucien Alflantz. Bonsoir Lucien, comment vas-tu ? Salut les gars. Et aussi monsieur Manuel As. Et toi, comment vas-tu ? Très bien, salut Oli, salut Lucien. Eh bien, merci de m'avoir retrouvé pour ce numéro au sommaire, dirons-nous, un peu légèrement plus pauvre que celui de la fois dernière, où nous avions quand même un Del Toro, un Paul Thomas Anderson et un frère Cohen. Ce soir, nous parlerons donc d'un Pixar, bon, voilà, on dira si c'était aussi bien qu'avant, qui s'appelle Turning Red, Alerte Rouge en français, le film de Domee-shi. Puis nous parlerons de Rien à foutre, le film de Julie Lecoustre et Emmanuel Mar. Et enfin, nous terminerons avec, pour la première fois dans cette émission, un film de Michael Bay. Et au plus grand plaisir de Manuel As. Oui, voilà, après le lobbying de Manuel As pendant 6 ans, depuis 6 ans que nous faisons cette émission, enfin, aujourd'hui c'est son grand jour. Nous parlons de Ambulance de Michael Bay. Voilà, j'ai pas hyper bien préparé cette émission, mais j'ai quand même eu une petite idée de quiz qui sera peut-être un peu trop facile, mais bon, on lance quand même Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains? Alors, 3 questions, 3 réponses. Le premier qui dit alerte rouge a la parole. Premier qui dit Pandarou. Le premier qui dit Pandarou, ok, ça va. Le jeu de ce soir s'appelle Mon corps change. Alors, question très facile pour commencer. En 1976, un film très célèbre commence Panda par... rouge. Tutsi. Mauvaise réponse. Comme dans les jeux vidéo, tu es maintenant gelé pendant 10 C'est secondes. les années 80, Tutsi, non? Oui, sans doute en plus. En 1976, un film très célèbre commence par une scène associant masturbation féminine et première règle. Quel film ? Carré de Alerte Panda rouge, Carré rouge, de Panda rouge. Panda rouge, Carré de Brian de Palma. Excellente réponse, Manuelas. 1 point pour toi. Deuxième question. Dans quel film de 1988 un jeune garçon se retrouve propulsé dans le corps de Tom Hanks ? Panda rouge. Merde. Big. Exactement, Big de Penny Marshall, qui était donc... Enfin, vous aurez donc compris que c'est un peu un spécial crise d'adolescence en hommage à Alerte Rouge. Michael Bay aussi. La même année, en 88, Sidney Lumet réalise un film dans la même veine. Panda rouge, Running on Empty. D'accord, qui est interprété par... River Phoenix. Et qui joue la copine de River Phoenix dans le film. Qui était aussi sa copine dans la vie. Je vois sa tête, mais je sais plus. Non ? Personne ? Il y a une très belle chanson de James Taylor et il y a la fille de Sidney Lumet qui joue un rôle d'une des copines de classe de River Phoenix, mais le nom de l'actrice, je m'en souviens absolument pas. Eh bien, c'est Martha Plimpton, qui est aussi connue parce qu'elle jouait la même année dans Les Goonies. C'est juste. Qui est un film de merde pour le coup. Mmh Qui est un film qu'Olivier aime bien, mais c'est le seul ici. Enfin, Tu ris ou quoi ? Il y a des armées de personnes qui sont Dis, c'est derrière le leur seul micro en train ici. d'arrêter d'écouter parce que Manu a dit du mal de ce film. Déjà, je pense qu'on vient de perdre notre collaboration avec Popcorn. Ah oui, puisque nous pouvons en effet faire l'annonce que nous participerons à la nuit du podcast belge le 8 avril. Et donc il y aura une collaboration avec un autre podcast belge qui s'appelle Popcorn Club. Popcorn Club, tout à fait. Et donc nous allons occuper les micros sans filet, en direct, pendant 1 heure, en collaboration avec les copains de Popcorn Club. C'est dans le cadre du Bruxelles Podcast Festival, ça se passera le 8 avril, et on espère que vous serez nombreux à nous écouter. En plus, il paraît que vous allez pouvoir lâcher des commentaires en direct, et on vous répondra tout ce que vous rêvez, quoi.
Allez, on va commencer tout de suite, sans plus de salmigondi, avec Alerte Rouge de Domeshi. Let's go. I'm Maylin Lee. I wear what I want, say what I want, 24/7, 365. I know, it's a lot. But I don't got time to mess around. Je me fromage blanc. All about that hustle, am I right? Poor town. This is gonna be the best year ever. And nothing's gonna get in my way. Breakfast is ready. Dernière production des studios Pixar, Alerte Rouge, donc Turning Red en anglais, c'est le premier long métrage de Domeshi, après le court métrage Bao qui ouvrait donc Les Indestructibles 2 de Brad Bird. Après Saul et Lucas, c'est donc le troisième Pixar de suite à sortir directement et en exclusivité sur la plateforme Disney+, ce qui a priori ne devrait pas être le cas pour Lightyear, le spin-off de Buzz l'éclair à venir dans quelques mois. Alors, Turning Red, ça raconte quoi? C'est l'histoire de May, c'est une jeune fille de 13 ans, du genre un peu très sûre d'elle, un peu trop parfaite comme ça, et qui surtout ferait tout pour plaire à sa maman. Mais alors qu'elle est secouée par ses premiers émois amoureux, voilà que May, victime d'une malédiction familiale, se transforme en énorme pandarou dès qu'elle ressent des émotions trop fortes. Alors, c'est Lucien qui va commencer sur ce film qu'il a donc découvert tout seul dans son appartement. Merci de dévoiler ma triste vie quotidienne de la sorte. Non, mais justement, vous le savez probablement, parce que je sais que chacun de nos éditeurs écoute tous nos épisodes. On avait parlé de Soul brièvement avec Manu sur une émission récapitulative de l'année 2020, qui était un des plus beaux Pixar que j'ai vu dans ma vie, un des plus beaux films de cette année-là. Et donc, il est vrai que j'allais voir, j'appuyais sur les boutons de mon téléviseur pour voir Turning Red avec plutôt une forme d'impatience. Je savais rien du film. Le fait est que pour moi, on est loin de ce que j'aime chez Pixar. Il y a évidemment une qualité technique qui est indéniable, qui est toujours là chez Pixar et qui, j'espère, j'imagine, sera toujours là. Mais on a une inventivité, un travail graphique qui est vraiment assez triste, je trouve, qui moi m'évoque plus DreamWorks en mode Japanimation, et en plus pas ce que je préfère dans l'animation japonaise. Un peu le côté girly kawaii qui est pas, en tout cas ça me parle pas. Donc oui, moi je suis très vite passé à côté du film, de par sa proposition plastique dans un premier temps. Au-delà de ça, je pense qu'en effet, le film ne s'adresse pas à moi sur ce qu'il a à raconter, mais pourquoi pas, je veux dire, je peux être très intéressé par ce qu'il a à me raconter en tant que tel. C'est triste de parler comme ça quand on parle de film, mais vu la manière dont Disney traite ce genre de sortie, je pense qu'ils ne nous en voudront pas. C'est pas le genre d'objet qui nous est destiné, en tout cas qui m'est destiné, il me semble. Après, c'est toujours triste quand même de découvrir un Pixar et de voir la politique Disney qui les relègue directement en VOD, alors que c'est des films qui sont masterisés pour de l'IMAX, qui ont un boulot de stéréoscopie donc, qui est pensé pour la 3D. Donc effectivement, on le voit à plat dans des conditions qui ne sont pas celles du grand écran. Donc forcément, ça joue sur la perception qu'on a du film. Après, je te rejoins, Lucien. Moi, c'est un film où en fait, le gros souci, en fait, le souci majeur du film, au-delà d'un univers auquel j'accroche pas forcément esthétiquement, où là, de personnages assez irritants, je trouve, dans la manière dont ils sont caractérisés. Mais c'est surtout que déjà, au-delà de ça, c'est qu'en fait, il y a peu de personnages qui existent. Le groupe de copines, en fait, il est très peu caractérisé, alors que c'est censé être quand même un élément fort du film. Et c'est justement, on arrive là au gros nœud et au gros problème du film, c'est qu'en fait, c'est un film qui devrait tourner autour de ce conflit de cette gamine, quand elle se retrouve à se transformer, donc cette métaphore du passage à l'âge adulte et le moment où elle se transforme en pandarou, et en fait, c'est réglé en 2 scènes. Ok, il y a mes copines, et puis c'est bon. Et après, c'est des petits enjeux annexes qui sont rajoutés, mais en fait, la gestion de cette problématique-là, elle est réglée en 1 scène.
Et donc en fait, le conflit, il est jamais là. Donc en termes dramaturgiques, c'est plat. Tu restes dans un truc en plus super plat, qui ne monte jamais en intensité. Il faut quand même se rappeler que les Pixar, justement, un des derniers, peut-être très grands Pixar pour moi, qui était le Toy Story 3, avec cette séquence du four, littéralement, où réellement, tout d'un coup, tu avais un degré d'intensité qui était totalement inédit. Là, pour le coup, tu avais l'impression qu'on nivelle tout par le bas, quoi, en fait, au niveau de l'intensité des émotions, du travail sur les personnages, sur la narration. Voilà, je trouve que c'est vraiment un peu un coup à côté, ce film. Juste avant de passer la parole à Oli, je suis très d'accord avec tout ce que tu dis, mais il y a un truc qui est en plus particulier là-dedans, c'est que le plus gros enjeu du film, en effet, c'est peut-être de comment gérer cette transformation physique, qui est réglée en effet en une scène et demie. Ouais. Le deuxième gros enjeu, c'est je veux aller voir mon boys band préféré, ma mère veut pas. Enfin, donc voilà, on est sur ce genre d'enjeu-là, donc c'est sûr qu'en termes d'accroche, parce que oui, en effet, le film se passe en 2002, ça ne sert que à pouvoir en effet placer le principe du boys band et du Tamagotchi, mais sinon c'est tout. Et il y a un moment, une forme d'intensité, presque d'action qui arrive un peu sortie de nulle part à la toute fin du film et qui paraît un peu sortir de nulle part, vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, Oli, mais... Bah, je vois pas de quoi tu parles exactement. La confrontation, scène de Kaiju, ouais, quoi. c'est ça, exactement, la scène de Kaiju Kaiju Ega, et Gad, avec la mère et la fille. Quoi. Oui, bah en effet, moi je pense que vous en avez assez bien parlé, notamment cette confrontation, ça tombe à plat parce que les enjeux dramatiques, on était vraiment sur quelque chose qui est tout à fait plat pendant tout, enfin de nouveau, voilà, tout à fait plat pendant tout le film, et que tous les conflits sont réglés super vite, les personnages n'existent pas trop, enfin ils ont un peu du mal en effet à faire exister cette gamine, à nous faire adhérer à ces conflits intérieurs. Pourtant, dans les 10 premières minutes, moi j'étais plutôt agréablement surpris de voir un film s'attaquer de manière aussi frontale aux premières règles, un film Disney Pixar aux premières règles, aux premiers émois amoureux, d'une manière qui est relativement inédite. Un film d'animation en général. Mais... Ouais, voilà, donc j'étais plutôt content de ça, et puis c'est vrai que après dans le traitement, je suis plutôt extrêmement déçu. Là où je trouve aussi que le film marche plutôt bien, c'est de la manière dont il intègre son univers métissé, quoi. Le fait que la jeune fille soit chinoise, que sa copine soit coréenne, ça nourrit beaucoup l'univers visuel et l'univers thématique du film, sans jamais être forcé. Beaucoup de codes japonais. Ouais, mais c'est jamais forcé, c'est intégré de manière très naturelle, et ça fonctionne plutôt bien, c'était plutôt dans les bons côtés du film. Après, je trouve que le film est aussi... esthétiquement, j'ai eu des vrais problèmes. Je trouve le film extrêmement hétérogène, très bizarre. J'ai vraiment eu... à certains moments, je l'ai vraiment trouvé très laid. Autant dans la palette de couleurs, je le trouve très hétérogène. Et aussi, il y a un truc qui est bizarre dans ce film, c'est que je trouve que parfois les décors ou ce que tu as au premier plan est extrêmement réaliste dans les textures, la fourrure, l'eau, les vitrages, etc. Et que du coup, le décalage avec ces personnages cartoonesques crée une espèce de truc qui fonctionne pas très bien ensemble. J'ai trouvé, il y a quelque chose dans l'esthétique que je trouvais matchait pas bien. Je trouvais que la sauce prenait pas très bien. C'est quand même assez dur à entendre pour un Pixar. Et il y a ce jeu tout le temps sur la profondeur de champ. Enfin, elle travaille beaucoup sur énormément de niveaux dans ses images, et il y a énormément de niveaux de netteté qui font aussi que, du coup, le film est bizarrement froid alors qu'il pète de couleurs de partout. Donc enfin voilà, moi j'ai trouvé que... C'est un problème qu'on retrouvait déjà dans un film qui n'est pas du tout un Pixar, mais que j'avais plutôt défendu et que Manu avait totalement descendu, qui était Mitchell et les machines. Et il y avait déjà un peu ce problème-là d'inadéquation entre différentes pistes d'animation prises un peu tout en même temps, et un peu ce côté l'impression d'avoir différents plans et arrière-plans, je veux dire, de différentes animations dans le même plan, quoi, dans la même image. Et c'était un truc qui marchait pas trop dans ce film-là et qui en effet marche pas non plus dans ce film-ci. Mais voilà, moi en effet je suis aussi passé à côté, et je trouve que le film est un peu drôle, mais vraiment pas assez régulièrement drôle, quoi. Donc j'étais vraiment déçu aussi sur ce point-là, parce que voilà, je m'attendais quand même si on voit l'histoire se dérouler, on voit très bien où ça va aller, etc., etc. Je trouvais que le film manquait clairement d'inspiration, même au niveau de ses gags, quoi. Ouais, alors que généralement, en termes d'écriture, chez Pixar, c'est quelque chose qui est quand même très travaillé. Ça devrait être des trucs, justement, qui devraient faire mouche constamment. Là, c'est effectivement, ça tombe régulièrement à plat. Moi,
j'ai plutôt été irrité. Puis tu parlais des thématiques qui se voudraient liées à l'adolescence. C'est pas du tout traité. Je veux dire, à part leur grognement, leur froncement de sourcils ou leur excitation, elles n'existent pas, ces meufs. C'est quand même hyper terrible. Stéréotypal sur ce qu'est une adolescente. Quoi. Et puis tu te dis, c'est quand même... Pixar a eu plusieurs rendez-vous manqués avec une réalisatrice d'animation aux commandes d'un film comme ça, et tu te dis que le personnage féminin qui en ressort est complètement transparent. C'est pas du tout un personnage qui sera mémorable dans la galaxie Pixar. C'est un peu triste, c'est encore un rendez-vous manqué pour le coup, mais là, formellement en fait, sur le fond, non plus sur la structure même de Pixar et les problématiques qu'il y a eu autour de ça. À la limite, c'est vrai qu'en effet, il y a eu un changement de directive, enfin de direction et un peu de directive chez Pixar, mais à la limite, dans cette idée-là, je trouve que le seul personnage qui fait quelque chose de son background, c'est le personnage du père, c'est quasi le seul personnage masculin du film, et c'est le seul qui a un peu une évolution, ou en tout cas, c'est pas vraiment une évolution, mais qui sort un peu de son rôle premier. C'est le seul qui fait ça. Tous les autres personnages qui sont des personnages féminins sont en effet des personnages assez vides, au mieux, et dans le pire, carrément irritants. Si ce n'est qu'on peut aller chercher, en effet, au-delà de toutes ces femmes de la famille de l'héroïne qui ont ce pendentif ou ce bijou à chaque fois qui les restreint, qui serait un peu comme un legs familial ou quelque chose comme ça qui les empêche d'être absolument ce qu'elles sont. Mais ça reste très rapidement brossé, ça va pas très loin. Même ce passage-là, justement, où il racontait la légende, entre guillemets, tout l'héritage de cette famille-là, où on utilise des codes picturaux liés à la peinture asiatique, c'est assez peu inventif. Je trouve. C'est pas du tout une séquence, tu vois, tu te dis, où à un moment, ça va partir dans soit une certaine abstraction, non, ça reste très illustratif, en fait. Très plan-plan. Et ça me fait chier de dire ça de la part d'un Pixar. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose, sans plus tarder, que nous passions au film Rien à foutre. The diary for today is fine. You're a passenger. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir en jet. Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés. Tu fais précisément de pas comprendre, en fait. Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire. How long did you have working? I have to watch on my Instagram. They are beautiful like they are on their picture. I could be dressed like nothing for working in their condition. They're going everywhere. Where are we going? Les gens, je les aime pendant 2 heures et puis après, salut. Can you stay with me? Please? Just 5 minutes. Rien à foutre est le premier long métrage écrit et réalisé par Julie Lecoustre et Emmanuel Mar, ou plutôt imaginé et fabriqué comme c'est indiqué au générique de fin de leur film. Les deux auteurs cinéastes sont français mais travaillent en Belgique. Emmanuel Mar, né en 1980, a réalisé plusieurs courts-métrages dont les multiprimés Le Petit Chevalier en 2011 et Le Film de l'été en 2017, mais aussi le long-métrage documentaire Chaumière en 2012. Julie Lecoustre, quant à elle, est déjà créditée en tant que scénariste sur le dernier moyen-métrage du réalisateur, qui s'appelait D'un château l'autre, sorti en 2018 et distingué notamment au Festival de Locarno. Excusez du peu. Alors, présenté à la semaine de la critique de Cannes en 2021, Rien à foutre s'intéresse au destin de Cassandre, une jeune hôtesse de l'air pour une compagnie low cost. Sans attache et sans ambition, a priori, Cassandre assure dans son travail et se met la tête à l'envers une fois les pieds sur terre. Le film propose une immersion d'1 heure dans son univers avant qu'une série d'événements ne l'oblige à retourner vivre quelque temps chez son père et sa jeune sœur en Belgique pour une deuxième partie de film avant un épilogue. Tourné sans continuité dialoguée mais selon un squelette narratif et de situation, avec une équipe technique limitée au maximum, Rien à foutre a donc été imaginé suite à un processus d'immersion dans cet univers des compagnies low cost, ici comme un parangon d'entreprise néolibérale.
Adèle Exarchopoulos interprète Cassandre au milieu d'une majorité d'acteurs non professionnels mais recrutés dans cet univers précis. En deuxième partie de film, son père est interprété par Alexandre Perrier et sa sœur Mélissa par Mara Taquin. Voilà, et bien c'est moi qui vais commencer donc sur ce film puisque Lucien a commencé sur le Pixar. Alors, c'est un film que je trouve prometteur avec des très grandes qualités mais aussi qui échoue en tout cas je trouve à donner un arc narratif dramatique à son personnage alors qu'il essaye de le faire. Mais en tout cas, là où il réussit très bien, c'est, je trouve, de croquer justement cet univers des compagnies aériennes low cost et comment cet univers-là fonctionne en tant qu'allégorie du super-libéralisme, de l'ubérisation, surtout de pratiques managériales qui individualisent très très fort tous les travailleurs. Je trouve que là, ça fonctionne plutôt très bien. La démonstration est assez implacable, je dirais. C'est aussi là où il réussit pas mal, c'est que il y a une espèce, ça fait un peu chanson d'Alain Souchon quand je veux dire ça, mais d'ultra-moderne solitude comme ça. Quelque chose une espèce d'épicurisme un peu désespéré, je trouve, qui transpire un peu du personnage de Cassandre au début. Ça fonctionne plutôt très bien, je trouve. Malheureusement, là où le film pêche un peu, c'est que il s'étire, il répète beaucoup les mêmes situations. Il y a quelque chose qui fonctionne en fait de cet empilement, je trouve, de situations. Il y a quelque chose qui naît de ça, mais il n'y a pas encore... L'équilibre est quand même pas encore atteint. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de moments où on s'ennuie un peu. Et puis cette deuxième partie, bon, avant de passer la parole à mes collègues, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Je trouve que c'est un film assez intéressant. Enfin, je trouve aussi que Adèle Exarchopoulos est vraiment très bien parce que elle a vraiment ce côté, comme je disais en intro, où elle sait tout à fait faire le job. On croit tout à fait à elle en jeune femme moderne. Et en même temps, elle a ce côté un peu parfois, ouais, voilà, perdu, des espèces de bouffées d'humanisme qu'elle regarde un peu s'échapper comme elle regarde les nuages passer à travers le hublot de son avion. Son personnage a pu me faire penser au personnage de Kirsten Stewart dans Personal Shopper d'Assayas, parce que il y a ce côté où Assayas aussi filmait vachement son personnage en déplacement tout le temps. Et ici, Adèle Exarchopoulos, on dirait qu'elle est tout le temps en déplacement, elle essaie de remplir sa vie en bougeant tout le temps et en essayant toujours de passer d'un point à un autre, et on dirait que dès qu'elle est posée, elle se fait chier. Il y a quelque chose aussi de fort dans le film à propos du faux, voilà, tout ce qui est une espèce de mensonge qui est véhiculé par les nouvelles technologies, une espèce de mensonge dans lequel on se complaît alors qu'on n'est pas du tout dupe. Enfin bon, bref. Après la deuxième partie, c'est un peu plus un problème, même si elle me surprend quand même. Je trouve qu'elle s'éternise de nouveau, là c'est beaucoup trop long, mais on est quand même un peu surpris par certaines choses qui se déroulent dans le récit à ce moment-là. Je trouve notamment que le personnage du père est beaucoup plus inattendu. C'est comme si la génération qui précédait Adèle amorçait déjà un petit peu ce genre de problématiques existentielles. Mais je veux pas non plus trop déflorer le film, donc je vais laisser la parole à Manu. Tu as effectivement ce rapport à la temporalité du film. Le film procède souvent par un découpage dont l'unité de temps et le plan, dont le rythme ne va être accéléré que par le jump cut, la coupe au sein même du plan. Il n'y a pas du tout une vocation à découper de manière plus classique ou entre guillemets d'avoir un chevauchement de plan à plan. On est vraiment dans un plan équivaut à une scène à peu près. Et donc effectivement, le film travaille sur une notion de durée à l'intérieur de ces plans-là. Et des fois, ça fonctionne, des fois un peu moins bien. Il y a notamment cette scène au tout début de fin de soirée alcoolisée où d'un coup on introduit en fait cette donnée sur la mer. On sent que la scène s'étire pour apporter cet élément-là au milieu d'autres. Là, ça fonctionne moins bien. En revanche, ça va fonctionner beaucoup mieux et je trouve de manière assez forte pour moi dans la scène qui fait ressurgir un petit peu ce passé que cherche à nier le personnage de Cassandre et qui intervient, comme très souvent le drame réintervient dans les éléments les plus triviaux de la vie, qui est un appel de démarchage téléphonique et tout d'un coup quelque chose affleure et remonte à la surface et là le film, je trouve, réussit son pari à ce niveau-là parce qu'effectivement il y a cette première partie qu'on pourrait voir, comme tu l'as décrit, comme
une forme d'aliénation de l'entreprise, mais je pense que le film est beaucoup plus intéressant, en tout cas me touche beaucoup plus sur un aspect presque générationnel de ce mal-être générationnel, ce rien à foutre, mais qui est aussi ce problème d'attachement du personnage principal qui pense qu'elle peut fonctionner de manière totalement détachée, mais qui est rattrapée aussi par tout son passé, ce que va montrer la séquence, du moins la deuxième partie du film. Donc voilà, moi le film m'a beaucoup séduit justement dans sa manière de travailler sa dramaturgie au sein d'éléments du quotidien. Je trouve que tu parlais des nouvelles technologies en référence au film de Assayas. Je trouve que le film est assez intelligent, notamment dans son utilisation. Il y a une scène de conversation, la première scène de conversation avec sa sœur. C'est une conversation par messagerie interposée, mais comme un échange de textos. Et donc, moi, je n'avais pas vu ça au cinéma auparavant, de traiter une conversation téléphonique sur ce mode-là et de ce que ça raconte aussi, des modes de fonctionnement du personnage, mais aussi de manière plus large, d'une utilisation des nouvelles technologies. Donc voilà, c'est dans ces interstices-là que je trouve que le film est extrêmement réussi et même arrive à intégrer, on va pas spoiler, mais dans la séquence de fin, arrive à intégrer même des données liées à la situation sanitaire qui correspondent totalement à cette notion justement de problèmes d'affect. Et donc voilà, je trouve le film assez brillant dans ces aspects-là de dramaturgie du quotidien. Lucien. Alors en fait, d'abord je suis un peu mal à l'aise de parler du film parce que n'en ai vu que les 2 premiers tiers. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que je suis en tout cas sur tout ce que je peux reconnaître sur les 2 premiers tiers que j'ai vus, donc assez d'accord avec vous. Sauf qu'en fait, pour moi, c'était assez intenable comme proposition. Ce que dit Oli est très vrai. C'est vrai qu'en fait, sur les 10 premières minutes du film, je me suis dit, je vais être intéressé par la proposition entre ce que le film veut me raconter et la manière qu'il a de me le raconter, de manière extrêmement brute, comme ça. Et sur les 10 premières minutes, je l'étais vraiment. Sur les 10 suivantes, peut-être aussi. Et puis en fait, à un moment, j'avais l'impression de voir en boucle la même scène. Faut quand même dire, je sais pas... parce que vous en pensez, mais j'ai quand même rarement vu de film aussi laid, plastiquement. Enfin, vraiment, c'est d'une laideur abyssale. Alors, c'est pas le propos du film, d'accord, mais c'est quand même vraiment, à certains moments, difficile à regarder. Et à un moment, je trouve que, en fait, j'avais compris en 10 minutes ce que j'ai vu sur 1 heure de film. Vraiment, j'ai compris exactement où il veut en venir, presque même dans la première scène, dans les 2 premières minutes. L'échange entre différentes hôtesses et leur manager, ou je ne sais pas exactement de qui il s'agit dans l'organigramme de cette compagnie aérienne. Ouais, mais ça, c'est uniquement le rapport au social. Ce n'est pas le rapport à l'intime, et le film se développe beaucoup plus sur cet aspect-là. Mais il le fait très rapidement aussi. Oui, 10 minutes après, on a déjà le rapport à l'influence qu'a son mode de vie sur son. Mais ça progresse, et justement, après, ça se révèle dans la partie où on quitte le monde de la compagnie aérienne. Mais donc, après moi, évidemment, je peux pas en parler, et c'est vrai que c'est délicat d'en parler sans avoir vu la suite et sans avoir vu le tableau d'ensemble. Je parle juste de ce que j'ai vu, et au-delà de ça, je pense que moi, j'avais un vrai problème avec la proposition formelle, qui est quand même, pour moi, à certains moments, totalement... qui frôle l'indigence. Il y a des jump cuts, mais dégueulasses, vraiment, complètement. On sent juste qu'en fait, ils savaient pas monter une scène en entier, du coup ils ont pris différents plans, ils les ont coupés comme ils pouvaient, et puis voilà, ça passait comme ça passait. On va parler d'un autre film après qui tente des trucs un peu risqués aussi au niveau des transitions, au niveau du montage, mais qui en tout cas qui est une approche totalement différente, disons. J'ai même eu l'impression, entre autres dans la scène dont tu parlais assez bien, Manu, je sais plus lequel des deux c'était, mais je pense que c'était toi, Manu, la scène d'échange dans un lit un peu alcoolisé, où je trouve les 2 acteurs assez bons, mais où il a tendance un peu à rajouter de la dramaturgie là où, à mon sens, il n'y en a pas beaucoup, même à rajouter du texte là où il n'y en a pas besoin. C'est quand même un film assez long par rapport... Enfin, voilà, je ne l'ai pas vu en entier, mais en tout cas, presque l'impression en fait que son premier acte dure 1h10, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression d'être parti à la fin du premier acte après 1h10 de film. J'exagère à peine en disant ça. Et cette scène-là, j'ai aussi eu un peu l'impression de voir un film qui faisait en sorte, enfin comment dire ça, qui mettait en scène sa laideur un peu tout le temps. Et c'est quelque chose que je trouvais extrêmement factice. Malgré ça, je suis d'accord avec ce que tu disais, Manu, il y a une très belle scène qui m'a même donné qui m'a même à un moment fait croire que je reconnectais avec le film, c'est la scène d'appel téléphonique d'Orange, qui est vraiment une scène très originale et
enfin très peu originale, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça. Mais c'est un sac, elle est très forte. Mais elle est très forte, elle fonctionne très bien, et je me suis dit, ah là le film va me rattacher. Sauf qu'en fait après il repart exactement dans le même dispositif, peut-être pas pour très longtemps, peut-être que j'ai pas été assez loin, mais pour les 20 minutes qui suivent cette scène-là, c'est une scène plutôt, on repart en tout cas dans la scène qui enchaîne justement est une scène plutôt assez drôle, c'est justement ces portraits en gros plan de Stewart, et justement extrêmement longue comme scène quand même. Mais oui, mais parce que justement oui d'accord, je comprends l'idée, mais c'est le propos de l'entre guillemets de l'exercice qu'on leur donne à faire, et c'est aussi. Sauf que t'as compris après 2 enchaînements, t'en as pas besoin de 6. Enfin, je sais pas combien il y en a. Parce que ça aboutit à elle, puis il y a une notion quand même d'un moment de comédie qui se joue dedans. Il y a aussi cet aspect-là. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi justement parce que cet aspect, toi tu parles de laideur ou de pauvreté, ça c'est ton appréciation. Moi, j'ai pas du tout ce rapport-là au film-là. Cette notion, effectivement, peut-être pour le coup de contraste entre le monde apprêté de ces hôtesses de l'air et ce côté un peu sans phare du jeu d'Adèle Haenel, où elle est montrée vraiment de manière du personnage de Cassandre, qui est montré dans son quotidien avec des pas forcément le plus flatteur, mais au contraire, moi, ça me crée pas une distance, ça crée justement un effet d'immersion vis-à-vis du personnage, et ces allers-retours fonctionnent extrêmement bien parce que justement, pour le coup, la longueur, je la vois comme une artificialité du dispositif au départ, et au fur et à mesure, ça me permet de m'approcher au plus près du personnage. C'est en ça que c'est l'écueil du film, sa longueur, mais c'est aussi une de ses qualités parce que ça lui permet de travailler aussi sur la longueur certaines choses qui ne sont possibles que dans la répétition, que dans une certaine temporalité, effectivement. Donc voilà, t'as le beurre... Écoute, ça donne le côté procédurier, etc. Je comprends le fait de répéter ces petits gestes, etc. accentue l'ennui total que représente ce travail, en tout cas selon ce que propose le film. Maintenant, moi tu parlais assez intelligemment de ça juste avant, moi j'ai eu un problème entre En fait, j'ai souvent trouvé que la partie professionnelle de ce personnage et la partie privée de ce personnage était filmée exactement de la même manière. Alors, alors pas du tout au niveau du décorum, évidemment, mais en termes de mise en scène, c'est vraiment très très proche. On est sur des plans relativement longs, à l'épaule un peu... je me suis même demandé à certains moments si c'était pas filmé à l'iPhone ou quoi, enfin vraiment en tout cas de manière extrêmement... je reviens sur ce terme et je l'écule un peu, mais brut, à un tel point qu'il y a un moment où ils essayent de faire un plan un peu éthéré, où elle regarde par la fenêtre et on a un plan sur les nuages avec une musique qui se voudrait un peu planant. Ce plan, c'est un plan littéralement filmé par un hublot sale de l'avion. On retrouve en fait ce côté extrêmement brut dans toutes les parties de ce personnage, et j'ai un peu l'impression de retrouver le même dispositif dans la scène dont on parlait plus tôt, d'échange alcoolisé avec son comparse, que quand elle montre les gestes de sécurité en tant qu'hôtesse de l'air. Pour moi, alors vous allez peut-être me contredire et m'expliquer pourquoi je me trompe, mais pour moi le dispositif de mise en scène est identique. Et ça joue sur le fait qu'à un moment, je m'ennuie à voir ça. J'ai pas de contraste, j'ai pas tout filmé de la même manière. Et pour moi, donc, je vois ça comme un manque de savoir-faire. Le contraste, il se lit dans le relâchement, entre guillemets, des muscles du visage du personnage de Cassandre. Non, mais ça, elle est bien. C'est pas ça la question. Elle porte le film, et elle justement, elle est pour moi le choix idéal de Cass, parce que justement, elle joue un peu sans filet à ce niveau-là. Elle accepte d'avoir pas forcément une image très flatteuse. Il y a un côté effectivement brut du personnage, mais je trouve, moi, qui participe de l'immersion du film. Et en plus, je trouve que... Alors là, pour le coup, on aborde la partie du film que tu n'as pas vue, mais bon, ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Le film est aussi assez inventif par la suite sur certaines idées scéniques. Il y a notamment la discussion un soir avec le père et les 2 filles. Il y a une idée autour de la lumière, d'éclairage de l'extérieur, et le père qui est filmé de dos et qui va faire le récit de leur naissance et de leur rencontre avec la mère, qui est assez brillant en termes de scénographie, qui est plutôt assez bien écrit, et qui est vraiment une très belle scène. Et une scène un peu plus tard où tu as les 2 sœurs qui se confient l'une à l'autre, entre guillemets, qui se pardonnent, qui a un échange autour d'une clope au milieu de la nuit, et qui est plastiquement aussi très intéressante. Et donc voilà, le film déjoue aussi, malgré tout, effectivement, il tourne autour de ce dispositif-là, mais il déjoue aussi ça, et il fait preuve d'invention. Il relance pour moi mon intérêt dans la deuxième partie aussi sur ça. Donc voilà, c'est pas du tout le film
à mon sens, programmatique tel que tu le décris. Mais moi, en plus, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Pour moi, les séquences qui la montrent dans son travail, en tout cas dans la partie hôtesse de l'air, et les séquences qui la montrent dans son relâchement ou dans ses amours d'un soir, me semblent extrêmement différentes d'un point de vue visuel. Quand on est avec elle, qui travaille, de par leur décorum. on a quand même un... c'est souvent très cadré, souvent assez composé. Mais après... c'est central de par les allées de l'avion, parce que tu as l'impression qu'ils savent pas faire autrement. Mais sinon, je veux dire, ces caméras portées tout le long, on est très proche d'eux. Il y a la volonté de travailler sur des trucs très géométriques, une certaine abstraction du décor. Non, je suis pas du tout d'accord, justement. C'est pas un cadrage, entre guillemets, à la Dardenne, où on va te filmer tout le temps de dos. Et après, c'est quand même très composé. Non, mais c'est quand même assez composé, en fait. Hein. Oui, je trouve aussi. Et là où je te rejoins, par contre, c'est que en effet, les scènes d'intimité peuvent heurter l'œil par leur laideur, qui sont souvent un peu éclairées. On ne sait pas très bien d'où vient cette lumière. Alors, on a l'impression que c'est un panneau LED fixé sur la caméra, quoi. Oui, vraiment. voilà, quelque chose comme ça. Il y a une séquence avec un amant, une séquence alcoolisée, en effet, avec son pote au début, qui me semble, au niveau du cadrage, beaucoup plus hasardeuse, et au niveau de l'éclairage, vraiment pas très belle. Je trouve que les scènes de boîte sont pas très belles non plus. Et c'est vrai que là, j'ai un peu... Elles sont dégueulasses. Là, par contre, c'est vrai que je me demande un peu la plus-value de ça, si ce n'est de se dire que on fait du cinéma un peu underground, un peu fauché, pour l'énergie, ok, ou alors il y a un tout petit peu, parfois on peut se dire que c'est un peu poseur, de se dire ouais mais regardez, je suis pas dans le système que je dénonce. Voilà, donc ça c'est vrai que moi je suis pas toujours hyper... moi voilà, je l'ai vu comme une tentative, une tentative aussi de discours sur, parce que c'est quand même, il y a plusieurs scènes qui sont en lien avec ça, une tentative de discours, mais qui, moi, me désintéresse totalement, parce qu'il n'y a pas de propos là-dessus, en tout cas sur ce que j'ai vu, peut-être que ça amène quelque part, sur le fait, le côté, on est partout dans le monde en 2 secondes, et Tinder, et avec qui je vais baiser ce soir, quoi. Enfin, vraiment, il y a ce côté-là qui est très accentué, il y a au moins, dans la partie que j'ai vue, au moins 3 scènes qui sont liées à ça, la partie avec l'amant, la partie où elle envoie des nudes, des nudes, j'ai jamais su. Ouais, mais comme tu dis, et une 3e scène autour de ça, et ouais, mais comme le développait Manu, ça va, quoi. Qu'est-ce que ça me raconte, quoi. Bah, je trouve quand même que ce film-là va vachement plus loin que bien d'autres films qu'on a vus et qui empruntaient les mêmes. Peut-être qu'on a vu pire, oui. non, parce il arrive à capter quelque chose justement de cet esprit du temps. Ouais, tout à fait. Voilà, cette ultra-moderne solitude, cette espèce d'épicurisme. Moi, j'avais quand même l'impression d'avoir vu ça 100 fois. Alors peut-être que je l'ai pas vu tant au cinéma, que je l'ai peut-être lu ou juste vu. Mais non, parce que là, ici, tu vois le personnage ça ne m'a ouvert l'œil sur rien, quoi. Je me suis toujours dit, ben oui. Mais d'autant plus que t'as pas vu la deuxième partie. Mais ici, tu vois le personnage pratiquer la chose. Tu vois aussi qu'il se ment à lui-même et que tout le monde le sait en plus. Et il y a quelque chose d'une répétition de tout ça qui fait que, en effet, cette fille ne peut pas vivre avec cette vacuité au bout d'un moment, qu'elle est quand même rattrapée par celle-là, même si, dans la deuxième partie, on verra que finalement, c'est beaucoup plus facile de vouloir s'en extirper que de vraiment le pouvoir. Et d'autre part, on verra aussi que finalement, même si sa sœur qui est restée sur place n'a pas la même vie qu'elle, elle est aussi prise dans ce genre d'atermoiement. Donc je pense qu'il y a quand même, en tout cas, peut-être qu'on n'a pas le film ultime sur ce sujet-là, sans doute, mais je trouve qu'il va nettement plus loin que pas mal de choses que j'ai pu voir jusqu'à présent, qui utilisaient ce genre de thématiques et de technologies, etc. Très bien, je vous remercie, messieurs. On va passer maintenant à... Enfin, l'heure étant arrivée, après 6 années, nous allons parler... Et 6 bières. Du film de Michael Bay. Voilà, quand Manu aura fini sa 6e bière, il sera enfin prêt. Son 6e kilo de cocaïne aussi. Ambulance de Michael Bay. I'm sorry, brother. I'm sorry that I brought you into this. I just wanted things to be the way they used to be. That's my brother, Will. I could use some help. My wife needs this surgery. This is real life. How's that right? You put your life down on the line for this country? You leave your family, your home? How much do you need? $231. How about more? 32 million. I need an extra man. I came to you for a loan. Look, have I ever gotten you anything that I couldn't get you out of? It's time for you to do something for your family.
do you for, officer? We're just doing a transfer in the back. I'll let you in 20 minutes. If I could just get it done real quick, because I'm on the clock. Promise not to rob the place. Seriously, because that would be bad for my job. I promise. All right, okay. All right, come on. All right. Okay. Let's go, D. You are all gonna have the greatest story to tell at dinner tonight. Get out! Don't shoot a cop! Go! Lock everything down. Nothing gets out. We're not the bad guys. We're just the guys trying to get home. We don't get to walk off into the sunset. Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? You get your helos out of here now! I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. Après Six Underground en 2019 avec Mélanie Laurent, voici donc Michael Bay qui revient avec ce nouveau film Ambulance. Donc Michael Bay, le réalisateur américain né en 65, auto-proclamé fils caché de John Schlesinger et de Frankenheimer. Renvoie tes fiches, mec. Mais je l'improvise parce que j'ai vu le film cet après-midi. Je n'ai pas pu bien préparer. Donc, autoproclamé fils de John Frankenheimer. Auteur de Bad Boys en 95, de The Rock en 96. Et puis, bien sûr, maître de la pyrotechnie et du mauvais goût, qui a longtemps fonctionné en tandem avec Jerry Bruckheimer. Alors, Ambulance est le remake d'un film danois, Ambulansen, de Lauritz Munch Petrussen, sorti en 2005. Merci mes fiches et merci mon écriture de cochon. Un film dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Pareil. Alors, Ambulance raconte l'histoire de Will, qui a besoin d'argent et qui demande de l'aide à son frère, Danny, pour qu'il lui vienne en aide. Mais Danny entraîne Will dans un braquage de banque, qui bien sûr tourne mal. Will et Danny se retrouvent donc très vite en fuite, coincés dans une ambulance avec à leur bord un flic blessé et Cam, une ambulancière qu'on pourrait qualifier de très pro mais assez peu avenante. Alors, Will est incarné par Yahya Abdul-Mateen II, qu'on a vu dans Us de Jordan Peele ou dans Matrix 4 Resurrections de Lana Wachowski. Danny est interprété par Jake Gyllenhaal, donc l'acteur américain fort connu, héros de Prince of Persia. Et sosie officiel de notre Olivier Grinard national. Oui, voilà, c'est bien, ça va nous faire plein de commentaires féminins, c'est très chouette. Et donc Cam est interprété par Eiza Gonzalez, qu'on a vu elle dans Baby Driver. Donc Manu, qu'as-tu pensé de Ambulance, le film de Michael Bay? Mais que du bien ici. Hein. C'est non, déjà c'est un pur plaisir de cinéma. Pour le coup, ça fait plaisir de voir Michael Bay quitter le régime de la VOD et surtout d'arrêter de tourner avec Ryan Reynolds. Mais voilà, c'est un film qui est pour moi à la croisée peut-être des deux meilleurs films de Michael Bay, à savoir Bad Boy 2 et Pain and Gain. Et même si c'est un film qui est un peu plus en mode mineur à mon sens, parce qu'il y a peut-être un problème un petit peu de tonalité dans le film, entre la veine un peu Lonely Tune et très, très burlesque de Michael Bay et des velléités un petit peu de drama qui ont tendance un peu à se parasiter au sein du film. Mais voilà, après, une fois ces petites réserves sur le film et le fait que c'est peut-être un film où je pense à des moments il régresse un petit peu sur certaines notions de découpage ou entre guillemets, c'est peut-être pas qu'il régresse, mais en fait il surutilise un truc qu'il ne maîtrise pas forcément, qui est cette idée de caméra portée, une notion un peu de chaos. C'était déjà une problématique des Bad Boy 2, mais pour le reste du film, c'est un film qui a, tu parlais de bon goût, de mauvais goût, mais c'est un film qui a le bon goût d'assumer son mauvais goût. Michael Bay, il fait jamais les choses à moitié, c'est too much, c'est over the top, mais c'est totalement entier. Tu sens le plaisir
que ce mec-là a filmé tout ça. Ça se sent parfois même peut-être un petit peu des aisselles, mais c'est vraiment... Il y a un plaisir à la fois de retrouver ce qu'on a toujours aimé dans le cinéma d'action, c'est aussi cet aspect quasiment expérimental. Je veux dire, il expérimente plein de trucs. Alors des fois, ça part dans tous les sens, et des fois pas forcément... Oui, voilà, c'est peut-être des fois un peu trop hétérogène, mais notamment ce qu'il fait autour des drones FPV, c'est quand même un truc qui est sur le marché depuis des années. T'as pas un blockbuster qui a été fichu vraiment de son appareil, et là il tente plein de trucs avec des scènes à t'en décrocher la mâchoire. Il y a une scène, tu passes dessous la carlingue d'une bagnole, tu repasses par-dessus le capot de l'autre, etc. Mais c'est juste des plans juste sidérants. Alors des fois c'est des plans qui sont décorrélés, comme toujours chez Michael Bay, du reste de la scénographie, mais voilà, c'est quelque chose que tu vois plus au cinéma, en fait, de te dire que ce cinéaste qu'on a qualifié de publicitaire de tous les anathèmes, en fait, est peut-être un des derniers encore dépositaires d'un cinéma d'action tel qu'on a pu l'apprécier. Donc voilà, le film a plein de soucis, même si à mon sens je disais que la veine humoristique entre guillemets et la veine dramatique se parasitaient, mais il y a des choses pas inintéressantes dans cette veine dramatique. Il y a notamment tout le final qui est limite un peu dérangeant, mais la notion où ces flics sont prêts à laisser crever le personnage principal à terre, c'est pas un truc que t'attends de voir dans un blockbuster comme on pourrait le penser chez Michael Bay. Tu vas mettre ton cerveau en veilleuse et tu vas juste t'en prendre plein la gueule. C'est plus compliqué que ça, en fait. Donc voilà, après, je pense qu'on va laisser la parole à Olivier, qui a peut-être saigné des yeux à côté de moi pendant la projection, puisqu'il s'est arrêté. Un dernier Michael Bay que Olivier a fait, lui aussi il faut qu'il fasse son coming out, c'était Armageddon. Ouais, tout à fait. Encore puceau à l'époque, et bon, voilà, il faudrait sortir le Carbone 14 pour... écoute, je crois que l'année de sortie coïncide avec... Bon, soit. Oui, en effet, j'avais pas vu de Michael Bay depuis Armageddon, en effet. Ben ouais, c'était quand même pas hyper facile, hein. Ce qui me frappe, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette espèce d'éclatement total des points de vue et du sens du découpage. C'est-à-dire que tous les plans sont faits pour chercher l'idée graphique au maximum, pour claquer au maximum. Donc, c'est-à-dire plongée, contre-plongée, plan en mouvement, plan au drone, en effet, comme tu parlais. Donc, des espèces de... Faut décrire un peu ces mouvements, c'est comme si en gros on avait lancé la caméra depuis le haut d'une tour et puis que finalement on l'avait rattrapé sur un filin au dernier moment. Il y a un peu toutes sortes d'effets comme ça qui ont pu me rappeler les premiers Lord of the Rings. Ouais, ça a beaucoup à voir aussi avec le cinéma hongkongais tel qu'on a pu le pratiquer, ce côté un petit peu quelquefois foutraque dans ses effets, mais vraiment toujours inventif, toujours à la recherche d'un dynamisme au sein du plan. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai pu penser aussi au cinéma de Hong Kong. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça dévaste un peu la tête, ça dévaste un peu le cerveau, ça fait un peu mal aux yeux. Surtout parce que tu as envie d'avoir des personnages, et je trouve que là, les personnages s'incarnent quand même vraiment très très peu. Vraiment, il y a quelques scènes qui parviennent à les faire exister, mais le personnage, par exemple, qui est campé par Jake Gyllenhaal, je le trouve insupportable. En plus, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ses actions, je ne comprends pas ses motivations, je ne comprends pas sa manière de fonctionner. J'ai l'impression qu'il est là un peu pour... entre une espèce de ressort comique et une espèce de ressort comique et une espèce de personnage un peu dingue. C'est un peu, en effet, comme tu le disais, Manu, sur cette frontière entre le comique et quelque chose qui se voudrait un peu plus solennel. Oui, Lucien. Juste une parenthèse là-dessus. Est-ce que le personnage de Jake Gyllenhaal, mais même son interprétation, n'est pas parfaitement calqué sur la manière de Michael Bay de voir le cinéma? C'est-à-dire c'est vraiment un personnage qui part à tout instant. Dans la même scène, il peut prendre 5 directions différentes, presque en même temps. Il y a un truc... pas tant que ça, parce que justement, il y a des... Je pense que tu parlais que le film était mal écrit, et je pense effectivement c'est un des soucis du film. Ouais, c'est un des soucis, les dialogues, c'est une catastrophe. Ouais, bah, tu l'as vu en VF, donc c'est peut-être... je trouve qu'il y a des trucs, moi, notamment certaines punchlines du film. Moi, je trouve que Michael Bay, si son humour reste bas du front, il a toujours un sens du tempo, en fait, du rythme comique qui est super efficace. C'est pas, pour le coup, quand c'est ça pas va sur être le drôle, papier, ça c'est la mise en scène de Michael Bay, là je te rejoins. Mais
Mais quand tu parlais effectivement de ces problématiques d'écriture, moi je trouve que malgré tout, bon après, vu que je suis le béiste de l'émission, j'ai vu le film 2 fois, donc, mais c'est rattrapé malgré tout à la deuxième vision, ce côté un peu hétérogène entre ces deux types de narration, entre guillemets, ces deux types de tonalités plus que de narration, c'est rattrapé par la propre filmo de Michael Bay en fait. Et ça approfondit un petit peu, ça donne un peu plus de corps au personnage par exemple de Gyllenhaal qui pourrait vriller dans le côté le psycho méchant entre guillemets tel qu'on pourrait l'attendre de ce type de personnage là, et qui fin de compte se départit pas quand même de cet aspect qui je pense un truc qui malgré tout on va dire le gros mot hein, que Michael Bay est malgré tout un auteur, c'est cet attachement à la camaraderie qu'il a tout simplement, ce côté, cette fratrie entre guillemets, côté bromance. Ouais, mais qui est réellement là et qui en fait il s'en départit pas tout du long. Et c'est quelque chose qui lui importe beaucoup. Tout comme cette figure du père absent et un peu toxique a priori. Michael Bay, on le sait, est orphelin, n'a pas connu son père. Il y a tout ce rapport à la paternité qui a toujours travaillé ça. On va pas ramener un petit peu de Freud dedans, mais je veux dire, c'est quelque chose qui quand même irrigue le film quand tu connais un peu la filmo de son auteur. Je pense que personne ne réfutera le fait que Michael Bay est un auteur et qu'il te suffit d'un plan de n'importe lequel de ses films pour savoir que c'est un film de Michael Bay. Non, juste dernière chose, je trouvais que c'était un film très conscient de lui-même. C'est-à-dire que donc en effet, Michael Bay fait des autocitations à ses films qui sont plutôt de début de carrière, donc que j'ai pu comprendre. Mais pas que, puisqu'il y a une citation à travers The Rock d'un autre film de Michael Bay, seconde période, qui est Penningen. De ce qu'on peut appeler le chef-d'œuvre de Michael Bay. Je pense que Manu et moi sommes d'accord là-dessus. Oui. Et d'autre part, voilà, on sait qu'il y a. C'est pas le chef-d'œuvre de Michael Bay, c'est un chef-d'œuvre. Je vais peut-être pas aussi loin, c'est un excellent film et c'est de très loin le meilleur film de Michael Bay, là on est d'accord. Et il y a toujours eu cette espèce de fascination pour les grosses cylindrées et pour l'effet qui claque comme ça, et aussi pour la vulgarité. Je pense que le film est délibérément vulgaire et qu'il affiche sa vulgarité. Bon, moi ça me fait pas du tout rire. C'est un de ses sujets. Par exemple, tout ce qui est le chef de la police avec le chien, c'est le genre de truc, mais ça ne m'amuse pas du tout. C'est très 90s. Et enfin bon, par exemple, un truc qui montre que le film est très conscient de lui-même, à un moment au début il y a ce braquage, ils sont à l'extérieur et il y a un gars qui va finir en pétant des vitres. Pourquoi ? Parce qu'il y a juste un camion de vitrier qui est stationné devant l'entrée. Donc juste histoire de se dire qu'il pète une vitre en plus, comme ça, gratuitement. Après, Michael Bay est aussi connu pour filmer de manière... pour son male gaze, on va dire. Ici, l'ambulancière, donc Cam, qui est un personnage quand même relativement fourni, relativement travaillée. Qui disparaît du récit pendant une demi-heure. Oui, c'est vrai, mais elle disparaît pas du récit à un moment donné, c'est vrai. En effet, c'est une ambulancière qui est badass, pas sympa et tout ça. Il se trouve quand même que c'est une femme absolument sublime. mais on va dire qu'elle n'est pas, comme disait Manu, elle n'est pas filmée comme un objet sexuel. Elle n'est pas filmée comme une bagnole, comme dans les autres films de voilà. Michael Bay. Comme dans certains autres films de Michael Bay, en tout cas. Ouais. Pas comme dans tous les autres films de Michael Bay. Je veux dire, c'est la première fois où tu as un personnage féminin un peu consistant, parce qu'il y a quand même un petit peu de caractérisation au début du film qui la travaille un petit peu. Alors oui, tu peux dire, oui, il choisit malgré tout une fille plutôt bien faite de sa personne, mais je veux dire, il y a à aucun moment il l'objective. Non, je faisais plutôt référence à No Pain No Gain, qui a presque un regard là-dessus, je trouve, et qui du coup désamorce un peu ce côté-là déjà, et que je pense Michael Bay reprend ici. Mais malgré tout, il le désamorce parce que c'est comme ça que les mecs les regardent. Oui, bien sûr. Dans Penningen, là, pour le coup... Mais ça fait partie du propos presque de No Pain No Gain, qui est différent. Tout le rapport publicitaire du filmage de Michael Bay se colle à la vision des personnages dans No Pain No Gain. No Pain No Gain, qui est ce titre horrible français de Pain and Gain, mais voilà. Moi je me range sur celui-là très clairement, après je pense qu'on est dans les grandes lignes tous d'accord, mais je me range plus du côté de Manu, parce que gros plaisir de cinéma. Manu a sorti le mot et je le ressors, expérimental. À certains moments, il y a vraiment de ça. Et à nouveau, je ne vais pas répéter ce que disait Manu, mais son travail sur les mouvements de drone, etc. Et c'est sûr que c'est quelqu'un qui pense ses plans plus que son découpage.
c'est quelqu'un qui pense l'image en tant que telle et qu'elle est décorrélée de celle qui est avant et de celle qui va après. C'est pas le cas toujours, mais c'est quelque chose, et c'est peut-être le plus gros écueil qu'on peut trouver dans son cinéma. Mais putain, quel plan! Enfin, vraiment, je veux dire, il y a quand même des moments où tu te dis, mais c'est quand la dernière fois que j'ai vu un mec qui fait un mouvement de caméra comme ça? Mais en fait, jamais. C'est aussi simple que ça. J'ai vu le film avec un copain. Toi aussi, t'as eu ta bromance. Moi aussi, j'ai eu ma bromance. Quand le film s'est terminé, on s'est regardé. Et je dis, ouais, en fait, ce mec, c'est Picasso sous cocaïne, quoi. Enfin, vraiment, Picasso, à mon avis, était déjà sous cocaïne. Oui, probablement, mais je veux dire, c'est Picasso sous cocaïne californienne, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a une approche littéralement cubiste de son découpage. Enfin, vraiment, il y a un truc. Et c'est vrai que là-dessus, faire des films avec ces budgets-là, qui vont aussi loin dans la recherche de ce qu'ils veulent faire de l'image, c'est assez dingue. Après, comme Manu, j'ai beaucoup d'intérêt, et même plus que ça, pour Pain and Gain, que je trouve un film vraiment très conscient de lui-même, très confiant de ce qu'il produit, et qui cherche à ressembler à ce qu'il produit et au discours auquel il va finalement aboutir. Ici, j'y ai cru. Pareil, enfin, pendant une dizaine de minutes au début, je me suis dit, ok, il va nous faire un Tony Scott, il va nous faire une fable sur la sécurité sociale, c'est parti. Sauf qu'en fait, il le perd après 10 minutes et il part dans un truc qui est hyper jouissif, mais qui pisse pas très loin, quoi. Bon, voilà, tout ce qui est... Laissons le temps faire son œuvre sur ça. Je pense qu'il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Même si ça pourrait pas paraître un adjectif très adéquat au cinéma de Michael Bay, mais voilà. Non, on peut être complexe et bourrin, ça, moi j'en suis persuadé. Voilà. Je pense que... Après, pour revenir aux qualités expérimentales et immersives du film, moi aussi, ce qui me fascine et m'intéresse, c'est la brèche que ça ouvre pour d'autres cinéastes, tels que par exemple un George Miller qui va tourner son Furiosa, et de dire entre les mains de quelqu'un qui pense peut-être un peu plus le découpage tel qu'on peut l'appréhender. Qui a peut-être aussi un scénar qui est plus construit. Aussi, mais aussi je pense tout simplement à quelqu'un comme Michael Mann avec son projet sur Ferrari. Je me dis, cette utilisation par exemple des drones, etc., ces notions-là, c'est forcément, et c'est souvent en plus les mêmes. C'est souvent les mêmes techniciens, les mêmes équipes que tu retrouves en plus sur ces films-là. Donc voilà, moi ça m'intéresse sur ce que ça va donner. Parce que vraiment, il a ce côté-là quand même, justement, avec Michael Bay. Il avait fait la même chose sur son Transformer 3, où il s'emparait de la 3D et il faisait, entre guillemets, tout ce qu'on lui disait qui était interdit de faire avec la 3D. Et ça fonctionnait du feu de Dieu. Le film était con comme ses pieds, hein, mais c'est une des meilleures séances 3D que j'ai eues, quoi. C'était vraiment un truc assez incroyable. Et donc, je me dis, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment, à la fois il s'autocite, mais il continue de tracer de nouvelles routes, quoi. Il se repose pas, malgré tout, uniquement sur son précaré, de ce qu'on attend de lui. Oui, il y a tout ce qu'on attend de lui dans son cinéma, mais il cherche toujours l'image qui va t'impacter encore plus aujourd'hui avec la technologie actuelle, etc. Il y a un côté un peu aussi ingénieur de son cinéma. Non, mais je veux dire, on peut évidemment faire le parallélisme entre les plans à l'hélico avec des guitares saturées pleines de délais et de reverb dans The Rock, et ce qu'il fait ici avec, en effet, ces caméras sur fil, comme tu disais, qu'on rattrape au dernier moment, avec une musique peut-être plus électronique, mais tout aussi atmosphérique. Et bon, évidemment, moi, je veux dire, c'est évidemment une obsession pour plusieurs d'entre nous ici, mais il est clair aussi que Michael Bay a digéré son Michael Mann, hein, ça c'est une certitude, et je pense que c'est particulièrement prégnant dans celui-ci, où moi j'ai plusieurs fois pensé à Collatéral. C'est con à dire, mais je pense que Michael Bay met très fort l'accent là-dessus, ne serait-ce que dans la typographie du titre du film à la fin du film, mais de la ville, et je pense que entre autres sur le jeu sur les reflets, etc., je pense qu'il y a une manière de filmer la ville, et de la filmer avec une forme de je vais dire de modernité qui m'a rappelé Michael Mann à plusieurs moments. Alors bon, voilà, toute proportion gardée, hein, mais si je devais citer 3-4 films de Michael Bay à voir, je pense qu'Ambulance en ferait partie. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose de passer au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre?
On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. Et donc pour clore cette belle émission, Manuelas, qu'as-tu à nous conseiller ce soir ? Et moi je vous conseillais la première vidéo de Capture Mag animée par Rafik Djoumi qui s'appelle Déjà Vu et qui est consacrée aux tropes du cinéma, dont le premier épisode est consacré au Mexican Standoff. Ça ressemble beaucoup au pastis qu'il pouvait faire sur ce beat, et c'est passionnant comment à partir de ce trope de cinéma, il va tirer entre guillemets toute l'essence en fait de ce schéma narratif. C'est absolument passionnant. Et qu'est-ce qu'un Mexican Standoff ? Bah, c'est comme la brandade suédoise mais avec des flingues en fait. Mais un Mexican Standoff, c'est tout simplement une figure de style imposée qu'on a pu retrouver dans le cinéma de John Woo, popularisé par Tarantino notamment pour une grande partie du public occidental avec le final de Reservoir Dogs, c'est-à-dire une situation inextricable où des personnages vont finir par se menacer les uns les autres avec des armes et avec une issue qui va toujours... à plus de deux. À plus de deux, et qui aura toujours une issue qui ne sera jamais basée sur la raison. Très bien. Maintenant, je vois très bien ce que tu veux dire. Lucien. Moi, je vais être très rapide aussi parce que je vais vous brosser mon avis sur le dernier Batman. Il est très probable qu'on revienne là-dessus prochainement, dans les semaines qui suivent. Pour en faire un parallèle avec la filmo de Joel Schumacher et celle de Matt Reeves. Qui peut avoir certains aspects en commun, en effet. Donc ce sera une spéciale Matt Reeves, Joel Schumacher. Donc ouais, c'est probablement... Alors, c'est pas un film que j'aurais mis dans les conseils en temps habituel si on n'avait pas prévu de faire une émission spéciale là-dessus, mais dans le climat du blockbuster contemporain, je trouve que c'est plutôt un film intéressant. Dans le climat du super-héros au cinéma contemporain, je trouve que c'est un film plutôt intéressant. Il y a quelque chose qui m'a plutôt marqué, c'est que j'aurais tendance à dire que, hormis les deux Burton et évidemment le Batman Returns, qui est vraiment, à mon sens, le chef-d'œuvre des adaptations de Batman au cinéma, peut-être que les deux Batman qui m'intéressent le plus sont deux films qui font référence à des films de 1995, qui sont même parfois presque des remakes à demi-mot, qui seraient donc The Dark Knight de Christopher Nolan, film bourré de défauts mais plaisant à bien d'autres aspects, qui serait à mon sens une relecture à certains endroits, presque un remake du Heat de Michael Mann, et donc ce Batman, The Batman de Matt Reeves, qui est même... un remake de The Crow. Peut-être un remake de The Crow, mais qui est surtout... j'ai envie d'utiliser le mot remake, alors c'est très largement exagéré, parce que ça transpose tout l'univers dans l'univers de Batman, mais qui est en tout cas une très très grosse inspiration de Seven, de David Fincher, à un tel point qu'il en reprend la structure presque mais un Seven PG-13, c'est ça. Bon, et un Seven qui dure 3 heures, alors que Seven a le bon goût de durer 1h40. Et un Seven sans Brad Pitt avec Robert Pattinson. À vérifier, mais Seven est un film pas aussi court que ce que tu veux bien le dire, je crois. Évidemment, Batman est beaucoup trop long. Batman s'éparpille dans tous les sens. Batman ne sait pas ce qu'il veut raconter, mais ça, c'est un autre... Ce qui est tout le contraire de Seven, justement. Ce qui est tout le contraire de Seven, mais par contre, il en reprend la structure avec chaque... En fait, il reprend le Batman comme étant ce qu'il est à la base, à savoir un détective. Et donc un détective qui enquêterait sur chaque énigme laissée par The Riddler, enfin chaque meurtre menant au meurtre suivant exactement comme dans Seven, avec des énigmes exactement comme dans Seven, avec un méchant qui apparaît à la fin du deuxième acte exactement comme dans Seven. Donc en fait c'est Seven mais en moins bien, c'est ça, et exactement Seven en moins bien, mais vraiment c'est vraiment très 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 proche de Seven, mais c'est un film peut-être le seul avec Batman Returns, c'est le premier Batman de Tim Burton qui, à mon sens, arrive à faire vivre Gotham au cinéma et à proposer une vraie vision de ce qu'est pour moi Gotham dans l'univers Batman. Si je devais conseiller un blockbuster de ce type-là en salle actuellement, c'est plutôt vers ça que... Allez voir Ambulance. Oui, c'est une toute autre proposition. D'ailleurs, le Batman de Matt Reeves est un film étonnamment lent,
par rapport à ce qu'il propose. Donc voilà, on reviendra là-dessus plus longuement et à plusieurs bientôt, je l'espère, mais voilà, mon petit détour par le dernier film de Matt Reeves. Moi, je trouve que le Batman de Adam West est largement sous-valorisé. Ah oui, moi aussi. Dans toute cette catégorie. C'est quand même celui avec lequel on a grandi. Et qui a un côté très campy, mais qui tellement vieux. Mais non, mais qui a assumé son côté campy et qui justement proposait une version alternative de Batman. Et peut-être tout à fait alternative, beaucoup plus éloignée que tout ce qu'on a eu depuis en fait. Très bien, super. Moi je vais vous conseiller d'écouter Transmission le 8 avril. On ne sait pas encore l'heure exacte, mais ce sera la nuit du podcast belge. Vous pourrez, je sais pas où, mais regardez sur le site du Brussels Podcast Festival. Il y aura sans doute les liens, ou alors le site La Voix dans ma tête, qui a eu le bon goût de nous inviter. On les remercie. Et donc ce sera un crossover avec un multiverse avec Popcorn Club. Merci beaucoup, Lucien. Je tiens juste à... Voilà, petit élan d'ego. Seven dure 2h10. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On dit pas merci beaucoup à Lucien, on l'emmerde, il a pas vu rien à foutre. Je lui ai dit, mais il a profité alors déjà, de son micro. Déjà, c'est rien à faire et pas rien à foutre, mais il y a plus de respect ici, c'est quoi cette histoire? Je lui ai dit, mais il en a profité pour rajouter du temps à Seven. Donc écoutez-nous, nous sommes disponibles sur YouTube, sur PodCloud, sur Podcast Addict, sur Google Podcast, iTunes, Spotify, sur notre site, sur Facebook, notre Twitter, site transmissionlepodcast.com, Twitter, Facebook, Instagram. Merci de nous suivre, à très bientôt, au revoir.